Chaque année, plus de 10 milliards de mètres carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde. Suffisamment pour recouvrir des millions de maisons, des États-Unis jusqu'à l'Europe. Ce matériau apparemment simple est devenu la véritable colonne vertébrale de la construction moderne. Pourtant, le voyage qui transforme des minéraux bruts en ces murs plats que nous voyons chaque jour dissimule un processus industriel d'une complexité incroyable. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à l'intérieur d'immenses usines pour découvrir comment des millions de plaques de plâtre sont fabriquées et pourquoi elles sont devenues le choix numéro 1 dans la construction à travers le globe. Plus de 95% des habitations aux États-Unis utilisent du placoplâtre pour leurs murs et plafonds, faisant de ce matériau le plus répandu dans la construction résidentielle. Chaque plaque est constituée d'un noyau de poudre de gypse, broyé et pressé entre deux couches de papier industriel robuste. Ce mélange donne des panneaux légers, résistants au feu et offrant une isolation phonique supérieure à bien des matériaux traditionnels. Aux États-Unis, une plaque standard de 1,22 m sur 2,44 m coûte environ 10 à 20 $. Bien que le coût initial soit un peu plus élevé que celui de simples panneaux en bois ou en plastique, son installation rapide et son faible entretien en font un investissement rentable sur le long terme. La première étape de fabrication d'une plaque de gypse consiste à extraire le gypse de massifs montagneux gigantesques, où le minéral gît profondément et n'est accessible que par de vastes mines à ciel ouvert. De puissantes foreuses percent des trous de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, créant des puits suffisamment solides pour accueillir des explosifs. Des charges spécialement conçues pour l'exploitation minière sont placées profondément dans la roche afin que, lors de leur détonation, d'entières couches de gypse se détachent de la montagne. Grâce à ces blasts soigneusement calculés, le minerai est libéré et prêt pour l'étape suivante de son parcours, devenant un matériau essentiel pour la construction moderne. Ensuite, dès que le signal est donné par le chef superviseur, l'explosion est déclenchée, projetant des milliers de tonnes de gypse hors de la paroi. D'énormes excavatrices s'approchent des tas de gypse fraîchement détachés et retirent des blocs pesant plusieurs tonnes à la fois. Chaque machine travaille en cadence, chargeant la matière dans la benne de camions plus petits et spécialisés. Ces camions roulent sur des pistes poussiéreuses, transportant le gypse vers une aire de transit temporaire. Là, les chargements sont transférés une nouvelle fois, cette fois dans d'imposants transporteurs lourds conçus pour acheminer de gros volumes. À partir de ce point, le gypse entame son trajet vers l'usine de transformation, où la pierre brute sera transformée en matériau utile à la construction. Des camions chargés de roches de gypse arrivent régulièrement dans l'aire de réception de l'usine. Chaque camion peut transporter plusieurs dizaines de tonnes et déverse directement dans un vaste parc de stockage, situé juste à côté de la ligne de traitement principale. Les ingénieurs sur place enregistrent les volumes et gèrent la répartition de la matière première, la préparant pour la première étape, le concassage. En moyenne, cette installation reçoit et traite plus de 100 camions par jour, ce qui représente des milliers de tonnes de gypse brut entrant dans le flux de production. Ensuite, des excavatrices interviennent dans la zone de stockage pour prélever d'énormes quantités de roches et les déverser dans la trémie d'alimentation de la chaîne. De là, les gros blocs sont acheminés vers d'immenses concasseurs. Cette phase de concassage réduit les roches en fragments plus petits, facilitant le séchage qui suit. Le concasseur à gypse fonctionne avec deux rouleaux massifs qui tournent sans cesse, exerçant une forte pression sur les roches alimentées. Les gros blocs sont agrippés puis fragmentés en morceaux plus petits, sous la force répartie sur la surface des rouleaux. Grâce à ce mouvement continu, l'énergie de concassage est utilisée efficacement, rendant la réduction de taille plus performante. Le résultat est un flux continu de gypse concassé s'écoulant par le bas. Ces roches de gypse peuvent contenir 70 à 80% de gypse pur, et elles sont broyées jusqu'à des particules de seulement quelques millimètres. Cependant, ce processus génère une énorme quantité de poussière. Si les ouvriers l'inhalent sur de longues périodes, cela peut entraîner des maladies graves comme le cancer du poumon. Une fois broyé, le gypse est transporté sur d'immenses convoyeurs à bandes qui s'étendent profondément dans l'usine. Ces bandes font des centaines de mètres et tournent sans arrêt à un rythme régulier pour maintenir un flux de matière ininterrompu. Grâce à ce système de transport automatisé, chaque particule de gypse est acheminée directement vers la zone de séchage et de traitement pour l'étape suivante. Après le broyage, la poudre fine de gypse est acheminée dans un four rotatif géant pour l'étape de chauffage. Pendant cette phase, le sulfate de calcium dihydraté perd progressivement son eau et se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, communément appelé gypse calciné. Les flammes du brûleur sont projetées directement dans le four, créant des températures qui varient d'environ 300 degrés jusqu'à plus de 660 degrés, avec certains points chauds atteignant près de 700 degrés. Le chauffage dure généralement plusieurs heures, permettant à l'eau de se libérer lentement afin que la structure cristalline ne se dégrade pas trop vite. Les ingénieurs surveillent et ajustent attentivement les commandes, maintenant des températures stables dans les différentes zones du four. Ce contrôle strict produit une poudre de gypse de haute qualité, prête à passer à l'étape de mélange. Une fois le chauffage terminé, la poudre de gypse est envoyée vers l'atelier de mélange pour être préparée en bout.
Avant de mélanger l'ensemble du lot, des techniciens prélèvent un petit échantillon destiné au laboratoire pour des tests. Là, la poudre est mélangée avec de l'eau selon un ratio précis et associée à des additifs comme de l'amidon ou des modificateurs du temps de prise. Le mélange est vigoureusement agité, puis surveillé pour son expansion, sa résistance et son temps de prise. Les résultats sont comparés aux normes de qualité requises, aidant les ingénieurs à confirmer la stabilité de chaque lot de production. Grâce à cette étape de contrôle, l'usine s'assure que le gypse destiné à la production de masse respecte toujours le plus haut niveau de fiabilité. Une fois la formule validée, le système automatisé commence à mélanger la poudre de gypse avec l'eau et les additifs dans les proportions exactes. Chaque lot de matière première se transforme rapidement en une boue épaisse, prête pour l'étape suivante, le moulage. Le placoplâtre ne se compose pas seulement de poudre de gypse. Il est fermement pris en sandwich entre deux couches de carton, ce qui renforce la plaque et prévient les déformations. C'est pourquoi d'énormes rouleaux de papier, s'étirant sur des centaines de mètres, sont alimentés en continu dans la ligne de production. Des machines spécialisées déroulent et lissent soigneusement le papier, maintenant la surface exempte de plis. Les opérateurs restent vigilants, ajustant vitesse et tension pour que le papier s'aligne parfaitement sur la ligne. Cette couche sert de structure essentielle, offrant au gypse une base solide pour s'y et former un panneau complet. Immédiatement après, la boue de gypse est projetée à haute puissance sur la surface de papier aplati. Des buses à grande vitesse répartissent la boue uniformément, formant une couche continue et homogène. Cela permet au noyau de gypse d'adhérer fermement au papier, jetant les bases d'un panneau de placoplâtre complet. Ensuite, la couche de boue de gypse déposée sur le papier passe sous un système de rouleaux massifs pour fixer son épaisseur précise. Ces rouleaux sont conçus pour tourner en continu à une vitesse stable, exerçant une pression légère sur la surface du mélange. Avec une pression contrôlée et une grande précision, la couche de gypse est nivelée de façon uniforme d'un bord à l'autre. L'épaisseur d'une plaque de placoplâtre varie généralement entre 9 et 15 mm, selon le type de produit fabriqué par l'usine. Cette étape garantit que chaque panneau sortant de la ligne possède des dimensions constantes, prêtes à répondre aux exigences de la construction moderne. Juste après que la couche de gypse ait été nivelée, un système de pulvérisation automatisé vaporise une fine solution sur la surface. Ce revêtement permet d'éliminer les microbules d'air qui se forment lors du mélange et de l'étalement. Si elles n'étaient pas traitées, ces microbules pourraient créer des cavités et affaiblir le panneau. La solution est généralement de l'eau filtrée et propre, parfois mélangée à des additifs pour améliorer l'adhésion. Les gouttelettes sont ultra fines et réparties de manière uniforme, sans déformer ni perturber le panneau pendant sa mise en forme. Grâce à cette pulvérisation contrôlée, le produit conserve une structure uniforme et une surface plus lisse. Après cela, les bords du panneau sont précisément façonnés par des machines spécialisées, créant des contours nets et réguliers. Cette opération donne des arêtes propres, facilitant l'assemblage et la pose sur les chantiers. Une fois le panneau entièrement formé sur le convoyeur, il entre dans la zone de découpe automatique. Là, des capteurs mesurent précisément la longueur de chaque panneau et envoient des signaux pour que les lames industrielles tombent en parfaite synchronisation. Les lames tranchantes fonctionnent en continu, coupant les plaques en dimensions standards comme 2,4 mètres ou 3 mètres, selon les besoins de production. La vitesse de découpe est soigneusement calibrée pour éviter fissures ou glissements de surface. Ensuite, chaque panneau est séparé et rangé proprement sur le convoyeur pour passer à l'étape suivante. Grâce à ce système de coupe avancé, le produit final respecte toujours des standards de qualité constants. L'étape suivante est cruciale. Chaque panneau est replié afin que le papier enrobant serre étroitement le noyau de gypse à l'intérieur. Le système mécanique utilise des bras de levage et des guides automatiques pour plier la feuille en mouvement avec une grande précision. Lorsque le papier se replie, il forme une coque solide qui maintient le gypse en place et protège la surface des fissures. Sans cette couche de papier, le gypse s'effriterait facilement, rendant le transport et la pose difficiles. Parallèlement, le papier crée une finition lisse qui facilite ultérieurement la peinture ou le carrelage. Grâce à ce processus de pliage, les panneaux acquièrent la résistance et l'aspect net nécessaires avant d'être mis sur le marché. Après cela, les panneaux sont transférés dans une chambre de séchage massive pour éliminer l'humidité résiduelle du cœur. À l'intérieur, la température est maintenue entre environ 300 degrés Celsius et plus de 660 degrés Celsius, selon l'étape, et chaque cycle de séchage dure autour de 30 minutes. De l'air chaud est distribué uniformément sur tous les niveaux, assurant que chaque panneau sèche de manière homogène de l'intérieur vers l'extérieur. Cette étape confère au placoplâtre la dureté et la solidité nécessaires avant la finition finale. Une fois les panneaux secs et stabilisés, ils passent sur la ligne de scellement des bords. Des machines appliquent des bandes de papier spéciales le long des côtés de chaque panneau, les protégeant et renforçant leur solidité. Les rouleaux de papier sont imprimés d'avance avec des logos, des détails produits et des normes techniques,
et tourne sans interruption pour conserver l'uniformité de la production. Ce procédé évite non seulement l'engrenure des bords pendant le transport, mais offre aussi une reconnaissance claire de la marque du fabricant. Des chariots élévateurs transportent des piles de panneaux finis vers la zone de stockage, où ils sont soigneusement empilés en blocs élevés. Grâce à ce système, des milliers de plaques peuvent être stockées efficacement, prêtes à satisfaire de grosses commandes. Un stockage bien organisé accélère et sécurise également les opérations de chargement. Lorsqu'une commande arrive, des chariots élévateurs chargent chaque lot de plaques sur des camions spécialisés. De là, la flotte quitte l'usine pour acheminer les panneaux vers les chantiers et les distributeurs du marché. Une fois sorties de l'usine, les plaques sont faciles à poser, légères, résistantes et rapides à travailler. Aux États-Unis, plus de 90% des maisons utilisent aujourd'hui le placoplâtre pour les murs et plafonds intérieurs. Le coût est également abordable, seulement quelques dollars pour une plaque standard, ce qui en fait un choix populaire. Sa commodité et son économie ont fait du placoplâtre un matériau presque indispensable dans la construction moderne. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Ces troncs que vous voyez à l'écran ne sont pas du bois ordinaire. Chacun a été coupé avec une précision millimétrique et transporté depuis des forêts certifiées pour une seule mission: se transformer en contreplaqué, l'un des matériaux les plus polyvalents et résistants que nous utilisons au quotidien. Des meubles de votre maison jusqu'aux scènes de concert, en passant par les toitures, les sols et même certaines embarcations. Tout commence ici. Mais comment passe-t-on d'un tronc rugueux et massif à une planche lisse, légère et pourtant aussi solide que l'acier? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. L'idée du contreplaqué n'est pas récente. Elle est née au 19e siècle comme une solution ingénieuse pour mieux exploiter le bois et éviter qu'il ne se déforme avec le temps. Et cela a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, on en produit plus de 160 millions de mètres cubes chaque année dans le monde entier. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La première étape, lorsque ces troncs arrivent en usine, consiste à enlever leur écorce. Ce n'est pas seulement pour l'esthétique, mais surtout pour éviter les résidus et assurer une découpe régulière par la suite. Puis, les troncs sont sectionnés en parties plus faciles à manipuler, comme d'énormes saucisses de bois. C'est ici que tout devient fascinant. Chaque section est plongée dans d'immenses bassins remplis d'eau chauffée à plus de 60 degrés. Pas pour les nettoyer, mais pour les assouplir. Car si l'on veut dérouler un tronc comme un rouleau de papier, il faut qu'il soit souple et flexible. Après plusieurs heures, les troncs sont prêts pour ce que beaucoup considèrent comme l'étape la plus hypnotique du processus. Entre en scène une machine qui semble sortie d'un film de science-fiction. Le dérouleur rotatif. Imaginez un tronc tournant à toute vitesse, tandis qu'une lame l'entaille de l'extérieur vers l'intérieur, comme si vous épluchiez une pomme sans jamais vous arrêter. De ce tronc jaillit un ruban interminable de bois, fin comme une feuille de papier, mais continu, comme si on l'extrayait directement de son cœur. Chaque tronc peut fournir des dizaines de mètres de feuilles, mais celles-ci, en l'état, ne sont pas encore utilisables. Elles sont humides, courbées et présentent souvent des défauts. La prochaine étape est donc un passage dans un immense tunnel chauffant. Littéralement, une structure géante où les feuilles circulent sur un tapis roulant, tandis qu'un flux d'air chaud retire progressivement l'humidité. Le but n'est pas de les rendre sèches comme du carton, mais de trouver le juste équilibre. Garder une certaine flexibilité sans qu'elle se plie toute seule. À la sortie du four, chaque feuille est inspectée, parfois par un opérateur, parfois par un scanner automatisé, selon l'usine. Si l'on détecte des taches, des neutraux marqués ou des fissures, elles sont écartées ou découpées en morceaux plus petits pour d'autres utilisations. Seuls les meilleurs passent à l'étape suivante. Pourquoi tant d'exigences? Parce que la solidité du contreplaqué dépend de chacune de ses couches. Si l'une est défectueuse, c'est tout le panneau qui perd sa résistance. Vient alors une étape cruciale, le collage. Il ne s'agit pas de colle blanche de bricolage, mais d'un adhésif industriel conçu pour supporter la pression, l'humidité, la chaleur et des décennies d'usage. Une machine applique la colle comme une gigantesque imprimante à jet d'encre, tandis qu'une autre se charge d'empiler les feuilles selon un ordre très précis. Une avec les fibres horizontales, l'autre verticale, puis à nouveau horizontale, et ainsi de suite jusqu'à former un sandwich de 3, 5 voire 9 couches. Ce croisement des fibres est la clé de la résistance du contreplaqué. Il ne se plie pas facilement, ne se fend pas comme une planche ordinaire et supporte le poids et la tension depuis n'importe quel angle. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une pile humide et collante de feuilles superposées. La véritable magie s'apprête à opérer, la transformation de ce sandwich en un seul bloc solide, plat et capable de tout supporter. C'est là que la métamorphose se produit. Ce sandwich de feuilles encollées est introduit dans une presse hydraulique géante. Le but ?
Appliquez plusieurs tonnes de pression et des températures extrêmement élevées pendant plusieurs minutes. La chaleur active l'adhésif et permet aux fibres de s'entrelacer entre elles. Ce qui n'était que des couches séparées se soudent alors en une seule pièce, comme si elles avaient toujours été unies. À la sortie de la presse, le résultat ressemble déjà fortement au produit final. Une planche de contreplaqué robuste, solide et prête à l'emploi. Mais ce n'est pas fini. L'étape suivante, c'est la découpe. Les grandes plaques compressées ont des bords irréguliers et des excédents. Une scie automatique les retaille avec une précision millimétrique, selon les dimensions souhaitées. De grands panneaux pour la construction, des formats plus petits pour l'ameublement ou encore des découpes personnalisées pour des commandes spécifiques. Puis vient le ponçage. Ici, d'immenses bandes abrasives, comparables à du papier de vermeil en version industrielle, polissent les deux faces des planches jusqu'à les rendre aussi lisses qu'une table fraîchement cirée. Cela ne sert pas seulement l'esthétique, mais garantit aussi un assemblage parfait lorsqu'elles seront utilisées pour des murs, des portes ou du mobilier. Au fur et à mesure que les planches avancent sur la chaîne de production, elles sont rigoureusement contrôlées. Des capteurs laser vérifient l'épaisseur, détectent d'éventuelles bulles internes ou des zones mal pressées. Si une planche échoue au test, elle est immédiatement mise de côté. Celles qui réussissent passent à l'étape des traitements spécifiques. Selon leur usage futur, elles peuvent recevoir des protections contre le feu, l'humidité ou encore les insectes. Certaines sont imprégnées de résine particulière. D'autres sont recouvertes de vernis ou même de mélamine, ce plastique dur qui donne ce fini blanc brillant que l'on retrouve dans beaucoup de meubles modernes. Cette étape transforme une simple planche en une surface capable de résister à des années d'utilisation quotidienne. Puis arrive l'emballage. Les planches finies sont regroupées en lots, soigneusement empilées et enveloppées dans un film protecteur. Chaque lot porte une étiquette détaillant la date, l'essence de bois, le type de colle, les traitements appliqués et la destination finale. Certaines partent vers des enseignes de bricolage, d'autres vers des entreprises du bâtiment, mais toutes sont suivies numériquement pour savoir exactement où elles se trouvent et à quel projet elles sont destinées. Et si vous vous demandez encore pourquoi ce matériau est si prisé, la réponse est simple, sa polyvalence. Une seule planche de contreplaqué peut devenir un meuble de cuisine, une base pour plancher flottant, un élément structurel de toiture ou même une partie de l'habitacle d'un avion. Oui, il est fiable à ce point. En réalité, vous l'avez probablement sous les yeux plus souvent que vous ne le pensez. Dans cette cloison d'un centre commercial, sur l'estrade d'un concert ou encore dans le comptoir du café où vous prenez votre boisson chaque matin. Le contreplaqué est partout, car il associe le meilleur du bois au meilleur de l'ingénierie. Et dire que tout a commencé par un tronc tournant et une lame qui le pelait comme un jambon. Voilà comment le bois devient un outil pour bâtir le monde moderne, couche après couche. Si ce processus vous a étonné, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire quel autre matériau vous aimeriez découvrir. Car ici, je vous révèle la fabrication des choses comme vous ne les avez jamais vues.